on m'a demandé effectivement de donner cours au Collège belge d'ostéopathie, dont je suis content de voir que deux éminents professeurs sont là ce soir, et où j'ai donné cours pendant un paquet d'années, je ne sais plus, mais longtemps. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, je ne suis pas du tout spécialiste en ostéopathie, mais en tout cas, je vois quand même un petit peu de quoi il retourne, et une certaine interaction entre les deux. Et justement, c'est ça qui, je trouve, est intéressant pour vous, et dans la conférence de ce soir aussi, c'est que vous avez ce concept magnifique, c'est la vision globale de l'être humain. Et cette notion que, effectivement, même si certains vont s'orienter plus vers de la viscérale, de l'ostéopathie crânienne, de l'ostéopathie ou différentes techniques, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a quand même toujours, en toile de fond, cette notion d'approche globale et qu'une consultation ostéopathique restera toujours un traitement. Donc effectivement, ce soir, le titre de la conférence était effectivement, je ne sais plus d'ailleurs le titre, mais enfin bref, ça parlait du viscéral. Voilà, ça parlait du viscéral de l'ostéopathie et du stress. Et effectivement, comme vous le savez, plus que tout le monde, il y a un lien absolument majeur entre le viscéral et la colonne, et pas uniquement le viscéral et la colonne, mais le viscéral et l'inflammatoire. Et il y a un lien entre le stress et l'inflammatoire et le dorsal, un lien entre le stress et le viscéral, etc. Tout ça fonctionne assez fort ensemble, et je dirais que, quoi qu'il en soit, dans vos consultations d'ostéopathie, vous allez avoir énormément de patients, bien sûr, qui viennent pour des problèmes de lombalgie, de dorsalgie. Tout comme dans mes consultations, je vais avoir beaucoup de patients qui viennent pour des problèmes de colon irritable. Ça ne parle de toute la consultation, mais ça en fait une grande partie. Alors, évidemment, ceci est un rapide petit schéma que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais c'est quand même effectivement ce lien entre le système nerveux et le viscéral, entre le viscéral et la colonne. Donc vous savez qu'effectivement, je ne sais pas comment... bref, ça ne marche pas trop fort, mais ce n'est pas grave. On sait que la stimulation orthosympathique, qui est plus présente en cas de stress, va avoir des effets extrêmement néfastes sur différents éléments, et entre autres sur les fonctions digestives. On sait qu'en cas de stimulation orthosympathique majeure avec le stress, eh bien, nous allons avoir une diminution des productions de bicarbonate, et le fait d'avoir une diminution de la production de bicarbonate va faire que vos enzymes pancréatiques vont être beaucoup moins efficaces. D'où l'effet du bicarbonate de soude d'ailleurs. Finalement, ça fait quoi? Ça augmente l'alcalinité du duodénum et ça fait que les enzymes digestives sont meilleures. Ça, c'est un exemple. Par contre, en cas de stimulation plus parasympathique, eh bien, vous allez avoir effectivement une meilleure production de bicarbonate, une meilleure action de vos enzymes digestives, une meilleure motricité intestinale. Ça, c'est une chose que vous savez, de même que vous connaissez évidemment bien mieux que moi les interactions entre les organes et ses répercussions au niveau des différentes vertèbres. Alors, je disais tout à l'heure, dans les techniques ostéopathiques, sans être exhaustif, et surtout, ce n'est pas ma spécialité, donc je mentionne simplement certains points. C'est la notion de l'approche de l'ostéopathie crânienne, ou de l'ostéopathie viscérale, ou de l'ostéopathie, on va dire entre guillemets, classique, avec différentes techniques évidemment. D'abord, par rapport à ces trois types de grands problèmes. Et puis alors, la question maintenant, c'est est-ce que vous ne pourriez pas ajouter à cela une approche, je dirais qu'elle soit nutritionnelle, micronutritionnelle, pour justement avoir plus d'efficacité encore chez vos patients, que ce soit sur la modulation naturelle de l'hyperfonctionnement ou de l'hypofonctionnement surrénalien, on va en parler, ce sera le premier volet de ce soir, et le deuxième volet, que ce soit par rapport à l'approche de ce fameux microbiote dont on parle beaucoup et qui peut paraître extrêmement nébuleux, mystérieux et complexe, mais vous allez voir qu'il y a quand même moyen de s'y trouver. Alors le stress, on va commencer par celui-là. Donc effectivement, c'est quoi le stress? Ça touche énormément de personnes, comme vous le savez, et par définition, on dit que c'est une réaction physiologique à la menace qui va se manifester effectivement par à la fois des symptômes physiques et psychiques. Et donc effectivement, quand une menace est aiguë, on a une réaction aiguë qui ne dure pas dans le temps, mais le gros problème c'est que dans
dans nos sociétés, on a quelques menaces aiguës, mais on a surtout des menaces chroniques, que ce soit le harcèlement, que ce soit l'excès de petites menaces, l'excès de contraintes. C'est ce qu'on appelle surtout l'excès de contraintes, et parfois même des contraintes positives. On sait que quelqu'un qui va avoir beaucoup d'heures de boulot, et qui en plus de ça va se mettre sur le dos un tas d'activités à faire à gauche à droite parce qu'il veut quand même vivre, il veut quand même faire autre chose que bosser, ben ça peut devenir une contrainte. Alors qu'initialement, c'est quelque chose qui est plutôt positif, et on sait que cet excès de stress, cet excès de harcèlement, cet excès de contrainte, cet excès de sollicitation, le nombre de mails, par exemple, qu'on peut recevoir sur une journée, ça c'est sympa aussi, eh bien, ce sont tous des éléments qui génèrent un stress chronique. Et ce stress chronique va, vous allez voir, vous provoquer bien sûr des problèmes. Alors, par quelle voie ça se manifeste? Vous connaissez bien l'histoire du cerveau des surrénales. Donc, en réalité, quand le signal de stress arrive au niveau cérébral, ben, il y a une production hormonale par l'hypothalamus qui va stimuler l'hypophyse, qui elle-même va envoyer un messager qui, en l'occurrence, est la CTH, qui va stimuler la glande surrénale, et cette glande surrénale va réagir en produisant des hormones de stress. Et dans un premier temps, la première hormone qui est produite, c'est l'adrénaline. Évidemment, comme vous le savez, c'est ce qui va nous faire, ce qui va donner la force et la vigilance pour se battre, pour fuir, etc., dans une situation de stress aigu, parce que c'est vrai que on a évolué plus vite que certaines de nos adaptations biologiques dans notre mode de vie. Et puis alors, après cette adrénaline qui va être responsable de la réaction aiguë, vous avez les réactions chroniques, l'adaptation chronique au stress, l'homéostasique sur le stress, qui va être réalisée par des hormones qui sont le cortisol, mais aussi d'autres hormones androgéniques comme la DHEA, l'aldostérone éventuellement aussi. Et donc en fait, quel est l'intérêt finalement de produire du cortisol? Eh bien, l'intérêt de produire du cortisol initialement, c'est de faire suite à la situation aiguë et aux complications de la situation aiguë, c'est-à-dire la douleur, l'inflammation, l'hypoglycémie qui va faire suite à tout ça. Donc ce sont toutes des adaptations homéostasiques. Et la DHEA aussi qui est importante, parce que cette DHEA va permettre, si vous voulez, d'un peu contrer les effets néfastes, par exemple au niveau des os, au niveau de la peau, du cortisol. Donc ça, c'est ce qui se passe physiologiquement. Donc ce qui est très intéressant, c'est ce schéma-ci, qui est en fait une adaptation, une évolution de ces fameuses trois phases du stress de Célie qui ont été développées il y a déjà plusieurs décennies. Mais que voit-on dans cette phase? Eh bien, qu'il y a une première étape. Bon, le pointeur, ça ne marche pas sur un écran comme ça, mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez une première coupe qui est le pic d'adrénaline, qui fait vraiment suite à un stress aigu. Et puis ensuite, on commence à produire un peu de cortisol, et ce cortisol reste à un niveau correct pendant tout un temps. C'est ce qu'on appelle une réactivité, on va dire, saine et normale à un stress qui s'établit jusqu'au moment où ce stress durant trop longtemps, bien à un moment donné, le système, et je vais vous expliquer après ce qui se passe exactement au niveau biologique, parce qu'on le sait maintenant, à un moment donné, ce système va casser. Et vous allez avoir la surrénale qui va commencer à partir en roue libre et qui va commencer à produire beaucoup plus de cortisol. C'est la phase d'hypercorticisme, ce que l'on appelle un peu dans le langage corporate des entreprises, le burn-in, ou la phase effectivement de pré-burn. Et puis à un moment donné, à force de travailler à 200%, eh bien la surrénale va s'épuiser, et là on entre dans la phase de burn-out, là c'est l'effondrement qui fait suite à ça. Et ce qui est extrêmement intéressant pour vous et pour vos patients, c'est finalement d'identifier dans quelle phase ils sont. Parce qu'effectivement, quand ils sont dans la première phase, on constate que les défenses physiques, psychologiques et immunitaires vont dans un premier temps, ça va, et puis ça va commencer à s'effondrer de plus en plus. Et alors, quels sont les mécanismes, avant de parler de l'intérêt et de ce que vous pouvez en faire, quels sont les mécanismes qui expliquent pourquoi, à un moment donné, cette surrénale commence à déraper, il n'y a plus de feedback négatif. Donc, comme vous le savez sans doute, pour toutes les hormones, quelles qu'elles soient, que ce soit thyroïdien, surrénalien, ovarien, etc., le taux d'hormones produit par la glande,
qui se trouve dans le sang va envoyer un message au cerveau en disant, bon là, il y en a assez, il n'y en a pas assez. Et s'il n'y en a pas assez, ben le cerveau va envoyer un message à la glande en disant, qu'est-ce que tu fous, il faut bosser, quoi. Et donc, en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a une production, à cause de ce stress, de messagers d'inflammation, qu'on appelle des cytokines inflammatoires. Et ces messagers d'inflammation vont bloquer les centres de feedback. Et donc, ça ne va plus s'arrêter. Et il va y avoir un emballement du système, il va y avoir une production de cortisol excessive. Et cette production de cortisol excessive, le gros problème qui va se produire, c'est que, et plus exactement, cette production de cytokines, pardon, avec le stress associé, va avoir comme effet, donc ça ce sont les fameuses cytokines inflammatoires, vont oxyder les mitochondries. Donc comme vous savez, les mitochondries, ce sont vraiment nos centrales énergétiques dans nos cellules. Eh bien, cette oxydation des mitochondries vont faire que la production énergétique dans la cellule va chuter. Et c'est sans doute ce qui explique la fatigue avec le stress. Dans le stress devient chronique, les gens sont fatigués. Pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'ils oxydent leurs mitochondries à cause du stress. Parce que ce stress génère une production de radicaux libres. Et donc, effectivement, ce qu'on appelle le stress oxydatif, si vous voulez, on est ici en plein dedans. Et ça peut arriver même jusqu'à des destructions cellulaires, bien sûr, avec les mitochondries. Quand les mitochondries meurent, les cellules meurent à un moment donné. Et donc, pour en revenir à notre schéma tout à l'heure, l'intérêt pour vous, c'est vraiment de pouvoir dire, tiens, est-ce que mon patient, dans son... manifestement, il a l'air de vivre un stress, il vient souvent chez moi, il se plaint de ceci, cela, je l'aide, mais alors, l'idée, c'est pas qu'il vienne plus chez vous non plus, hein, mais c'est que ils reviennent chez vous moins souvent et qu'il y en ait d'autres très contents de votre traitement qui viennent chez vous, en plus. Et donc c'est ça qui est évidemment bien, et surtout la satisfaction du thérapeute d'avoir un effet bénéfique. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir identifier, voilà, où en est le patient, et vous verrez pourquoi, parce que le traitement en plus n'est pas le même. Qu'il soit en situation dite de burn-in ou de burn-out, c'est pas le même traitement. On a souvent tendance à dire, oh, ben, on donne des plantes adaptogènes, on donne un peu de magnésium, et hop, c'est bon. Eh bien non, c'est pas bon, il y a moyen d'être beaucoup plus pointu que ça. Alors comment est-ce qu'on peut identifier la situation? Eh bien, il y a pas mal de publications ces dernières années qui justement se sont concentrées sur le cycle du cortisol. Vous savez, on a un biorhythme du cortisol, c'est-à-dire que la nuit c'est très très bas, et puis hop, vers le réveil, quand la lumière va arriver, ça monte. Et puis alors, au moment où on se réveille, il y a un phénomène qu'on appelle, les anglophones appellent le cortisol awakening response, qui est en fait un moment où il y a un pic d'activité, de production de cortisol. C'est vraiment la surrénale qui se met franchement en route. Et puis après, ça diminue vers midi, 18h et 22h. Et alors les publications ont montré qu'en s'attachant à l'analyse de ce taux réveil, de ce pic après le réveil, et puis les valeurs à midi et à 22h, eh bien ça pouvait être tout à fait corrélé avec des situations d'anxiété, de stress, de fatigue, de pré-burnout, de post-burnout, de post-trauma, etc. Et il y a énormément de publications qui ont vraiment montré que c'est une analyse de référence pour évaluer la situation du patient. Et donc, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, il faut saliver, enfin, il faut même plus saliver maintenant, c'est un petit tampon qu'on met dans la bouche pendant 2 minutes, et puis on le ressort. Et donc, on fait ça aux différents temps, un réveil, une demi-heure après le réveil, midi, 18h, 22h, ça va permettre de doser. Le taux de cortisol libre, en plus de surcroît, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les hormones qui sont dosées dans la salive, c'est la fraction libre, donc la fraction active. Donc dans le sang, on a toujours le taux d'hormone total, mais le taux d'hormone total lié à un transporteur, et donc ça ne donne pas non plus le taux d'hormone actif. On peut le calculer, ceci dit, hein, mais c'est pas... Ici, on a l'hormone libre. Donc ça, c'est un élément aussi très très intéressant et facile, finalement facile à faire auprès de ces patients. On leur donne les 5 tubes, ils font les 5 prélèvements, hop, ils amènent ça
Ils envoient ça le lendemain, et puis c'est terminé. Alors, illustration par deux cas cliniques. Vous avez ici deux patients, qui sont d'ailleurs, les prénoms ne sont pas vrais, mais les patients sont vrais, qui sont venus chez moi, avec des symptômes finalement, on pourrait dire, relativement similaires. Donc, épuisés, stressés, anxieux. Alors, un des deux, c'était plutôt l'irritabilité, elle sentait des vibrations dans son corps. Et chez lui, c'était plutôt des problèmes de concentration et il était hyper réactif à la lumière. Vraiment, cette notion d'hyper-réactivité, d'hypersensibilité. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ces patients? Eh bien, je leur fais faire un profil du cortisol. Et vous allez voir que je vais vous montrer avec mon doigt, que les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Ici, la première, elle démarre déjà, hop, à fond, hein, et puis on voit que sa capacité d'adaptation est assez faible, et à midi, hop, elle est à fond, et le soir, elle est à fond. Donc elle est vraiment en hyper production de cortisol constante. Vous allez avoir une courbe qui, normalement, devrait être comme ceci. Le deuxième, on voit que lui, il est complètement bas avant de commencer, ça monte un peu après le réveil, et puis alors on voit que ça s'effondre à 12h et à 22h. On est vraiment dans deux situations complètement différentes. On le voit ici sur cette interprétation, on voit effectivement les points élevés d'un côté et bas de l'autre. C'est vraiment les deux profils complètement différents. Et donc, ce qui est intéressant d'avoir pu montrer les deux profils, c'est que les traitements vont être différents. Dans un cas, donc je parle de Myriam, qui est en hypercorticide, qui est dans cette première phase, vous vous souvenez donc du schéma de 3 phases, qui est en hypercorticisme, eh bien, c'est une patiente chez qui il y a intérêt d'essayer de réguler cette hyperréactivité surrénalienne. Et donc, les plantes qui sont les plus efficaces pour ça au niveau des plantes adaptogènes, ce sont l'ashwagandha et le rhodiola, qui ont vraiment un effet justement qui permet de diminuer l'hyperréactivité au stress et qui ont aussi, entre parenthèses, pour le rhodiola, qui augmente la production d'énergie dans la mitochondrie. Chez François, par contre, qui lui est complètement en hypo, on voit qu'il y a vraiment une surrénale épuisée. Là, ce n'est pas le même type de plante adaptogène qui sera conseillé. On aura le maca qui est un puissant antioxydant mitochondrial, très intéressant parce que si la personne a déjà passé la phase d'hyper et est déjà en hypo, vous imaginez le niveau d'oxydation de la mitochondrie. Alors vous avez le pin sylvestre qui plutôt peut restimuler la surrénale, la myrrhe des Indes qui est aussi un antioxydant important des mitochondries, et vous avez le Schisandra asiatica qui est à la fois antioxydant mais qui est aussi un petit peu en stimulant de la glande. Donc ce ne seront pas les mêmes produits qui seront conseillés dans un cas et dans l'autre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Donc vous voyez ici que chez Myriam qui était en hyper au début à midi à 22h, ici on revient dans les clous. Pareil chez François, on voit qu'il était complètement en dessous. Il remonte, ici ça aussi encore pas mal, et puis là, il arrive à quelque chose où il rentre beaucoup plus dans les clous, et ces deux patients vont beaucoup mieux, évidemment. Je n'ai pas parlé d'évolution symptomatique, mais au niveau... la première patiente qui était dans un état de stress total, on sentait déjà moins les vibrations, osait à reparaître en public, elle était arrivée dans un tel état, et à vivre autour des gens, et avoir moins de vibrations dans le corps, etc. Et quant à François, qui était complètement out, eh ben, il a petit à petit retrouvé l'énergie, et il était en interruption de travail depuis 3 ans, et il a recommencé à travailler, je dirais, un certain temps après le début de la prise en charge. Alors, les plantes adaptogènes dont je vous ai parlé, je vais quand même vite vous dire un petit mot là-dessus. Donc, le rhodiola rosea est une adaptogène pour laquelle il y a... C'est pour ça que je montre ceci, parce qu'il y a plusieurs études pour ceux qui veulent justement voir un peu ce qu'il en est des études. Donc, une plante adaptogène où les deux études ici intéressantes ont montré que d'une part, elle arrivait à augmenter la production énergétique au niveau des cellulaires, et d'autre part, qu'elle arrivait à diminuer l'hyperréactivité surrénalienne par rapport à un stress.
vous avez l'ashwagandha, qu'on appelle le ginseng indien. Hein, et alors, il y a une magnifique étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps, en 2019, à Baltimore, où ils ont pris 60 patients. Et alors, ils ont évalué un petit peu, donc ils leur ont donné de l'ashwagandha, et ils ont évalué avec des échelles de stress, avec des échelles spéciales, des questionnaires de stress, et ils ont évalué au niveau biologique ce que faisait cette prise d'ashwagandha. Et en fait, on a constaté que les taux de cortisol étaient bien diminués et que les échelles de stress ici étaient nettement meilleures sous ashwagandha que sous placebo. Alors il y a aussi le maca, le ginseng péruvien, qui lui est très intéressant parce qu'il a une action extrêmement antioxydante au niveau mitochondrial. Et puis alors évidemment, il y a des plantes adaptogènes. Et puis alors ce qui est ici par contre valable dans les deux cas de figure, que ce soit en hyper ou en hypo, c'est évidemment de soutenir la mitochondrie. Et pour ceux qui ont encore un vague souvenir des nutriments dont la mitochondrie a besoin pour bien fonctionner, ben, il y a d'abord certains nutriments, je dirais, fondamentaux dans le fonctionnement mitochondrial, donc c'est la carnitine. Les sportifs connaissent bien la notion de la carnitine, qui est vraiment fondamentale pour la fonction mitochondriale. Le coenzyme Q10, et il faut savoir que le coenzyme Q10, après 40-50 ans, ça a tendance à chuter, et donc il y a intérêt d'en prendre, parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la nourriture. La vitamine B2, B3 et le fer. Et puis alors, il y a les antioxydants, bien sûr. Dans les antioxydants, vous avez l'acide alpha-lipoïque, qui est considéré comme un des maîtres antioxydants. Le glutathion, les vitamines A, C, E, le sélénium. Et puis, dernier point, fondamental pour la mitochondrie, c'est le magnésium. Parce que le magnésium est vraiment nécessaire pour la libération d'ATP. Donc ça, ce sont bien sûr des éléments aussi. Alors ici, vous avez une petite collection de références scientifiques pour ceux qui veulent voir un petit peu plus loin, ceux qui l'ont. Alors, deuxième volet, qui est en fait quelque part le titre de la conférence. Mais effectivement, le stress étant tellement fondamental sur le viscéral, sur le cérebro-articulaire, je voulais absolument vous en parler d'abord. On va rentrer ici dans le viscéral, pur et dur, si je puis dire. Et donc, on vous a, bien sûr, pas mal de vos patients vous ont sans doute déjà mentionné qu'on les avait étiquetés atteints de côlon irritable, de colite spastique, de syndrome de l'intestin irritable. Enfin, donc, il y a un tas de termes pour dire la même chose. Et en fait, tout simplement pour dire que des gens qui souffrent de ballonnement, de troubles du transit, de douleurs abdominales, de tension abdominale, etc., chez qui on ne découvre pas une lésion inflammatoire macroscopique, eh bien, ce sont des gens donc, qui n'ont pas de Crohn, qui n'ont pas de rectocolite, ont le côlon irritable. Et donc, ça vous fait un paquet, c'est un peu comme si on disait qu'on était fatigué. Donc, ça, au niveau diagnostic, ce n'est pas très précis. Par contre, il y a un élément extrêmement intéressant sur lequel tous les médecins sont d'accord. Ça arrive très rarement. Donc, il faut soulignons-le une fois. C'est que le côlon irritable, c'est lié à un mécanisme qu'on appelle l'hypersensibilité viscérale. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Là, on s'embrasse, on est content. Après, ça dérape. Hein? C'est-à-dire maintenant, l'hypersensibilité viscérale, oui, mais encore, qu'est-ce qui cause cette hypersensibilité viscérale? Et là, il y a vraiment à mon sens, trois grands axes à dégager. Le premier, c'est l'aspect nerveux, bien entendu. Le deuxième, c'est un microbiote hyper-inflammatoire. Et le troisième, c'est un excès de fermentation au niveau intestinal. On va y revenir. Mais d'abord, l'hypersensibilité viscérale, je voulais quand même mentionner ça pour vous faire quand même savoir que, à ce jour, en avril 2023, eh bien, on connaît quand même pas mal des mécanismes responsables de cette hypersensibilité viscérale. En fait, il y en a deux grands. On sait qu'il y a des récepteurs, des nocirécepteurs 5-HT3, qui sont des récepteurs sérotoninergiques qui se trouvent dans la muqueuse intestinale. Et que ces récepteurs 5-HT3 peuvent être stimulés par une dysbiose.
Et donc, deux grands types de dysbiose, soit un excès d'inflammation. Et quand on dit un excès d'inflammation, ça veut dire en fait deux choses. Ça veut dire d'une part qu'il y a un excès de bactéries inflammatoires, mais ça nécessite aussi que ces bactéries inflammatoires arrivent jusqu'aux récepteurs au niveau des cellules intestinales pour pouvoir envoyer ce message inflammatoire. Et à partir du moment où le microbiote de votre patient contient beaucoup de bonnes bactéries, de protection, donc qui sont des bactéries qui vont à la fois occuper l'espace, qui vont piquer la nourriture des autres, en plus ils vont se tirer dessus, ils envoient des bactéries aussi, enfin, c'est la guerre là-dedans. Et donc, ils vont occuper cet espace, et donc les bactéries inflammatoires ne vont pas pouvoir avoir leur rôle inflammatoire. Et c'est assez intéressant parce que, bon, comme je demande quand même pas mal d'analyses de microbiote, je crois que je dois en demander 500 par an, eh bien, forcément, j'en vois quelques-unes, et j'ai constaté, chez des patients, effectivement, qui ont un taux de bactéries inflammatoires élevé, on peut se dire, waouh, mais qui par ailleurs ont un taux de bonnes bactéries qui est assez élevé aussi, mais ils n'ont pas de symptômes. Vous allez me dire qu'il y a aussi la génétique là-dedans, mais bon. Et donc c'est très important, et c'est le grand intérêt dans l'évaluation du microbiote intestinal, c'est qu'on peut évaluer à la fois un excès de bactéries pro-inflammatoires, mais à la fois éventuellement la présence, ou plutôt l'absence ou l'insuffisance de bonnes bactéries de protection. Et effectivement, si on se retrouve dans cette situation-là, eh bien, il va y avoir ces bactéries inflammatoires vont pouvoir toucher leur cible au niveau des récepteurs des cellules intestinales ou du système immunitaire, qui eux-mêmes vont envoyer alors des messagers d'inflammation, qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires, et ces messagers d'inflammation vont activer ces nocicepteurs 5-HT3 et on va avoir mal. C'est ça l'histoire. Alors, ils peuvent être donc activés par ces voies-là en cas d'inflammation, mais ils peuvent aussi être activés en cas de fermentation. Parce qu'on sait que s'il y a un excès de bactéries de fermentation ou de candidats, de champignons, eh bien, ils vont produire des gaz, de l'hydrogène, du méthane, de l'H2S, du CO2, etc. Et ces gaz vont distendre la paroi, et cette distension de la paroi va aussi activer ces fameux récepteurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant et à comprendre. Deuxième mécanisme, donc là j'avais parlé des nocicepteurs 5-HT3, il y a un autre élément intéressant, ce sont les récepteurs histaminiques. Et donc, on a, alors ça c'est un schéma un peu compliqué, surtout de loin, sur un petit écran, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Et c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que l'on ait un microbiote inflammatoire ou que l'on ait un excès de candidats, eh bien, si vous avez un microbiote inflammatoire et que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez des bactéries inflammatoires qui arrivent à avoir accès aux récepteurs ici, eh bien, hop, ils vont alors donner cette info à une cellule qu'on appelle les cellules présentatrices de l'antigène, une cellule dendritique, qui elle-même va transférer l'info à un autre lymphocyte, je passe les détails, qui elle-même va produire un messager de l'inflammation, une cytokine, qui va activer ces mastocytes. Et ces mastocytes vont produire alors de l'histamine. Et cette histamine va avoir un tas d'effets. Bon, des effets histaminiques, déjà tout court, on va en parler, et des effets sur les récepteurs à la douleur. Et donc, ce qui explique, et on parle pas mal de l'intolérance à l'histamine, hein, je sais pas si, bien, dans l'intolérance à l'histamine, si vous voulez, pour ceux qui s'y intéressent un peu, on parle toujours de l'insuffisance de la production de diaminoxydase, donc qui est une enzyme, un peu comme la lactase qui digère le lactose. Notre intestin produit la diaminoxydase, qui est une enzyme qui va digérer l'histamine des aliments. Par exemple, des aliments très riches en histamine, on a la viande quand elle est un peu vieille, le poisson surtout quand il est plus vieux, ou alors les fraises, les agrumes, etc. Alors, c'est vrai, ça existe, mais c'est une petite partie du problème. La grosse partie du problème, c'est ça. C'est d'avoir ce qu'on appelle une hypersensibilité mastocytaire à cause d'une perturbation du microbiote, et qui va faire que les mastocytes sont devenus hyperréactifs. Et par exemple, ce sont les gens qui, dès qu'ils boivent de l'alcool, vont avoir soit des maux de ventre, soit des diarrhées, soit des flushs, des rougeurs, des migraines, des palpitations, de la tachycardie, tout ce genre de symptômes-là. Et bref, donc tout ça pour dire que c'est le deuxième mécanisme de l'hypersensibilité ici. Voilà, c'est ce que j'explique ici. Alors ici, c'est une dia que vous êtes
presque en avant-première de vision. Donc c'est une publication très récente, magnifique, qui montre en fait que ça sont des substances de surface qui se trouvent sur les candidats. C'est eux qui vont alerter tel type de récepteur qui s'appelle les dectin 1. Enfin, bon, là, ça devient compliqué et ça va stimuler la production d'histamine et une activation de ces fameux récepteurs à la douleur. Donc ça, c'est une dia un peu pointue pour ceux qui veulent. Et donc, tout ça pour dire que ces mécanismes, on les connaît et qu'il est hyper intéressant, bien sûr, de savoir ce qui a généré cette hypersensibilité viscérale. Alors, qu'est-ce qui a pu générer? Donc, on a cette hypersensibilité, on en revient au schéma de tout à l'heure. Donc, trois grands volets, l'aspect nerveux, l'aspect fermentation, l'aspect inflammation. Et dans l'aspect nerveux, bien, on sait que le stress et les émotions vont avoir un impact sur le mucus et sur la paroi de l'intestin et sur le microbiote. En particulier, on sait que ça va altérer la structure du mucus. Et le fait que les chaînes glycosylées du mucus soient altérées, eh bien, on va avoir un contact avec des bactéries pro-inflammatoires et éventuellement une irritation par la lectine du blé. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des gens, à cause du stress, leur paroi de défense, si je puis dire, de protection de la muqueuse est altérée. Et à cause de ça, soit des bactéries inflammatoires vont avoir accès à ces fameux récepteurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui va pouvoir déclencher des messagers de l'inflammation et faire mal, soit vous allez avoir la lectine du blé qui va pouvoir les irriter. Ce qui explique pourquoi pas mal de gens peuvent être effectivement intolérants au blé sans être allergiques au gluten. Et c'est vrai que c'est pas mal de patients vous disent tiens, quand j'arrête le blé, je vais mieux. Il y a un tas de raisons pour lesquelles ils vont mieux. Soit parce qu'ils sont allergiques au gluten, soit parce qu'ils ont un mauvais état de leur paroi intestinale, et donc ils sont irrités par des éléments du blé, soit parce qu'ils ont un problème de prolifération du candida, et qu'effectivement, quand ils mangent des glucides, eh ben, ça ne va pas bien. Et s'ils mangent du pain, des pâtes, ben, ça ne va pas bien. Donc ce n'est pas nécessairement un problème de gluten. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si on continue le schéma, eh bien, on sait que tout ce qui va pouvoir irriter cette muqueuse à nu, ça peut être aussi les tanins du vin rouge, les tanins du thé, ça peut être les piments, ça peut être la bile lorsqu'on a mangé trop gras. Eh bien, tout ça va générer cette micro-inflammation intestinale, ça va activer les récepteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça va créer une hypersensibilité. Donc, ça veut dire que, effectivement, le stress est un élément fondamental à évaluer. Et du coup, on en revient au profil du cortisol. Où en est le patient? Comment est-ce qu'on peut l'aider? J'ai un patient stressé, tiens, est-ce qu'il est en hypo, en hyper? Eh bien, il existe des analyses maintenant pour savoir dans quel état il est et savoir quel type de traitement lui donner. Alors, deuxième point, c'est la fermentation. Fermentation excessive, extrêmement importante, ça c'est un grand degré, c'est sans doute le plus grand responsable du coma irritable. Et donc, les différents éléments qui peuvent être responsables de cette hyperfermentation, eh bien, les deux éléments principaux, c'est ce qu'on appelle le SIBO et le SIFO. Donc, c'est-à-dire le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, donc c'est un excès de bactéries dans l'intestin grêle, et le Small Intestinal Fungal Overgrowth, donc un excès de champignons dans le grêle. Il y a encore d'autres causes en annexe, mais vraiment, les deux plus importants, ce sont ces deux. Et il y a une étude assez magnifique qui a été faite par un gastro-entérologue américain, il y a déjà un certain temps, qui a fait une gastroscopie, gynécoscopie, chez 124 patients, et puis alors il a aspiré le liquide, et puis il a regardé un peu où on en était au niveau bactérien. Et il a constaté que si ces 124 patients, eh bien, 63% avaient une prolifération excessive de bactéries dans le grêle. Et donc avaient une prolifération excessive de champignons dans le grêle. Et 37% pas. Et alors il a fait ensuite le détail, et en fait il a vu que finalement là-dedans, il y avait 40% qui avaient une prolifération excessive de bactéries, 34 qui avaient bactéries et champignons, et 26 qui avaient uniquement champignons. Et donc c'est quelque chose, c'est une des études déjà qui a commencé à me faire fort plaisir, parce que moi, je
fais quand même ce métier depuis 35 ans. Et il y a 30 ans, quand je parlais de prolifération de candidats dans l'intestin, tout le monde dit ah ah ah. Hein? Il y a la candidose. Évidemment, il parlait de la candidose systémique, il parlait de quelque chose qui arrive chez les gens extrêmement immunodéprimés, qui ont une invasion de champignons dans tout l'organisme et qui font des pneumonies à candida, des encéphalopathies à candida et qui en meurent. Hein? Donc, on ne parle pas du tout de ça. Ici, on parle simplement d'une prolifération d'une espèce dans l'intestin, mais avec beaucoup de répercussions sur la santé. Et maintenant, cette étude-là a montré que c'était une réalité, et il y a d'autres études qui ont montré aussi que c'était une réalité, on va en parler après. Et donc, pour prendre un des deux premières grandes causes de côlon irritable, qui est justement cet excès de fermentation dans l'intestin, on appelle ça côlon irritable, c'est pas le bon mot, on devrait appeler ça intestin irritable d'ailleurs, parce que c'est plutôt au niveau de l'intestin grêle que ça se passe. Eh bien, vous avez des bactéries qui produisent soit un excès de méthane, soit un excès d'hydrogène, soit un excès d'H2S. Les trois grands cas de figure. Et cette prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, eh bien, elle va avoir des implications. Il faut savoir quand même, je vais revenir là-dessus, j'en parlerai après pour le mucus, mais je vais quand même déjà en parler maintenant pour que ce soit plus clair, que normalement, dans l'intestin grêle, on n'a pas beaucoup de bactéries. Et c'est dans le côlon qu'on en a beaucoup. Donc on passe d'un gradient de 10.3 dans le grêle à 10.14 dans le côlon, pour vous donner une petite idée. Et donc en fait, on n'a pas beaucoup de bactéries dans le grêle, et c'est fondamental, parce que dans le grêle, c'est une zone d'échange. C'est là qu'on va absorber les nutriments, c'est aussi là qu'on va produire les enzymes pour digérer les nutriments. Et donc forcément, on ne peut pas avoir une barrière protectrice de mucus, sinon ce n'est pas possible au niveau des échanges. Et de ce fait, on ne peut pas avoir des bactéries qui stagnent et qui puissent avoir accès, comme j'en parlais tout à l'heure, qui puissent avoir accès aux récepteurs et qui puissent générer l'inflammation, etc. Donc, l'organisme a eu deux idées géniales pour empêcher ça. La première, c'est d'avoir un transit rapide. Donc il faut le transit grêle et rapide, comme ça ne peut pas stagner. Et la deuxième, c'est d'avoir des cellules spécialisées qui produisent ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens, qui mettent un peu de l'autre là-dedans, et aussi des IgA sécrétoires, mais donc pour un peu éliminer les malveillants. Bon. Mais le problème, c'est que quand vous avez un SIBO, en général post-infectieux, ou éventuellement pour des raisons émotionnelles, des raisons de motilité, justement, là on en revient avec l'intégration ostéopathique aussi, dans la motricité des organes, la motilité du grêle, et bien quand il y a une stagnation au niveau du grêle, et bien il y a une prolifération à ce moment-là de ces bactéries, et ces bactéries entrent en contact avec la paroi, et en fait, le côté prolifération et production de gaz excessif, eh bien, ça va donner quoi? Des ballonnements des gaz et une tension abdominale douloureuse. Et puis alors, vous avez aussi le côté production, stimulation d'axes inflammatoires, production de toxines. Et donc, ici, on arrive à des intolérances alimentaires, hyperperméabilité intestinale, excès de poids, douleur articulaire, inflammation articulaire, perturbation au niveau de la peau et multiples et diverses. Donc ça, c'est un élément évidemment fondamental à pouvoir évaluer. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Comment est-ce qu'on peut évaluer que quelqu'un a un excès de bactéries de fermentation dans son intestin? Ben, il y a deux techniques. Il y a ces fameuses techniques, les breath tests, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il faut souffler. On ingère un sucre non absorbable et puis il faut souffler après une demi-heure, enfin 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, etc. L'idée étant que, normalement, dans les 90 minutes, qui est le passage, le produit liquide qu'on a à gérer doit avoir quitté l'intestin grêle et arrive dans le côlon. Et donc, s'il n'y a pas ces bactéries en excès, eh bien, il n'y aura pas de gaz, que ce soit hydrogène, méthane ou autres, qui seront produits dans ces 90 premières minutes. Ça, c'est une technique. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a constaté, en analysant le microbiote, eh bien, qu'on pouvait retrouver dans le microbiote un lien entre, si des patients qui avaient un SIBO hydrogène, eh bien, c'était des patients qui avaient un SIBO H2S,
c'est des patients chez qui on allait retrouver dans leur microbiote des bactéries qui produisent de l'H2S. Pareil, ceux qui ont un SIBO hétérogène, on a trouvé des Enterobacteriacées, et ceux qui ont un SIBO métal, on a trouvé des bactéries qui produisent du métal, et ceux qui leur fournissent l'hydrogène pour ça. Et donc, c'est une étude parmi d'autres qui montre que finalement, dans l'analyse de sel, non seulement on évalue qualitativement le microbiote du côlon, mais aussi de la deuxième partie du grêle, donc toute une partie de l'intestin grêle. Donc ça, c'est effectivement une analyse super intéressante. Et donc, ce qui veut dire que par l'analyse du microbiote, eh bien, vous pouvez évaluer les bactéries productrices d'hydrogène, de méthane et d'H2S, sauf peut-être dans la partie extrême supérieure, mais pour tout le reste, c'est vraiment une mesure extrêmement intéressante. Ça, c'est justement la publication qui détaille ça pour ceux qui veulent lire l'étude. Donc ça, c'était pour le SIBO. Alors, vous avez aussi le SIFO, donc la prolifération de candidats en excès. Et donc, je suis très heureux, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir entendu, enfin, depuis 2015, que la prolifération de candidats en excès était reconnue chez les patients non immunodéprimés et que ça avait un impact sur l'organisme. D'ailleurs, il y a une magnifique publication qui est sortie en septembre 2022, donc c'est tout frais, qui a montré l'impact et comment la prolifération en excès de candidats dans l'intestin a joué sur le colorectal. Ça, je vous conseille de lire cette publication-là, c'est extrêmement intéressant. Et donc, le candidat, ou plus exactement la prolifération excessive de candidats dans l'intestin, ou dans le côlon d'ailleurs, peu importe l'un ou l'autre, va générer bien sûr des symptômes digestifs. Ça peut être des ballonnements, des gaz, des tensions douloureuses, gênantes, ça peut être aussi des troubles du transit, ça peut être dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, associés à d'autres symptômes, de la fatigue, ça c'est assez classique. Souvent aussi des troubles cognitifs, la notion d'avoir la tête dans le brouillard, ça on l'attribue essentiellement à la production d'acétaldéhyde par le candidat, qui a une action sur la dopamine cérébrale et qui a un effet au niveau cognitif. Ça peut donner aussi des envies irrépressibles de sucre. Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications serait peut-être que le candidat a tendance à vous piquer votre sucre. Et donc, quand vous mangez quelque chose de sucré, on a déjà la phase céphalique de sécrétion d'insuline. Donc, on sait qu'on prépare le cerveau qui va envoyer un message au pancréas pour dire hey, écoute, il y a du sucre qui est arrivé. Et puis, alors, l'autre temps, les candidats, ils ont piqué le sucre et il n'y a pas de sucre qui arrive. Et donc, c'est un des éléments qui peut expliquer ça. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres phénomènes au niveau neurologique qui jouent là-dessus. Et alors, je parlais tout à l'heure du rôle du candidat sur les récepteurs à l'histamine. Et ça, c'est extrêmement... les récepteurs de ce type de globules blancs, là, les mastocytes qui produisent l'histamine. Eh bien, ça explique vraisemblablement un tas d'autres symptômes associés, type pseudo-allergie, migraine, etc., qu'on peut retrouver. Donc, des patients, effectivement, avec des candidoses, c'est quelque chose de compliqué à diagnostiquer, mais très important à diagnostiquer, y compris chez les enfants, même chez les petits-enfants. Et donc, on a vraiment des résultats étonnants. Dans les deux premiers bouquins qui ont été écrits sur la prolifération de candidats, il y a un bouquin américain qui est un peu la référence, c'était déjà dans les années 80, et puis il en a écrit un deuxième début des années 2000, c'est le docteur Orion Truss, qui est un interniste américain, et il avait appelé son bouquin « The Missing Diagnosis », donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le diagnostic que tout le monde rate. Il y avait un Suisse qui avait aussi écrit un bouquin qui s'appelle « Je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi », aussi sur la candidose. Donc c'est quelque chose de très fréquent à rechercher. Et alors, en fait, comment est-ce qu'on peut évaluer cette prolifération de candidats? Eh bien, il y a un métabolite qu'on retrouve dans l'urine, qui est vraiment un bon reflet de l'excès de candidats. C'est intéressant à savoir parce que le problème, c'est que le candidat s'accroche aux parois. Donc en fait, il possède d'ailleurs une adhésine, qui est une substance qui lui permet vraiment de s'accrocher aux muqueuses. Et donc ça forme des paquets sur les muqueuses, et on ne retrouve pas beaucoup de candidats dans les selles. Donc les gens qui ont une prolifération de candidats intestinales, on fait une analyse de selles, on risque de rien voir du tout.
Et ce qui complique évidemment la chose, ce qui explique pourquoi aussi le diagnostic a été méconnu pendant plus longtemps. Et il y a une autre technique, c'est d'évaluer les métabolites que ce candidat produit, qu'on retrouve dans l'urine. Évidemment, c'est un test dynamique. Donc, quand vous faites ce test, il faut dire au patient qu'il doit manger du sucre et des glucides la veille. S'il mange juste un morceau de poulet avec 2 feuilles de salade, on risque d'avoir un faux négatif. Donc ça, c'est vraiment un bon marque. Dernier point, c'est l'état micro-inflammatoire intestinal. Et là, on en revient avec le fameux microbiote. Vous avez une image d'une paroi intestinale avec quelques bactéries qui traînent. Généralement, il y en a plus. Et donc ici, je ne sais pas si vous le voyez bien tous, mais bon, on va quand même essayer. Donc ici, vous avez une vision de l'intestin grêle, où il y a une seule couche de mucus, qui est un mucus qui est assez large. Et ici, vous avez le côlon, où là, vous avez 2 couches de mucus. Vous avez le même qu'ici. Non, pardon, c'est le contraire. Le même qu'ici qui est au-dessus. Et une couche en dessous, ils ont mal fait les couleurs, qui est un mucus beaucoup plus épais. Et qui, justement, permet d'avoir une défense contre ces bactéries. Et donc, ce mucus est vraiment extrêmement important. J'en ai déjà, on ne va pas insister là-dessus, j'en ai parlé tantôt. On voit ici sur le dessin, ça sont des IgA, donc ce sont des anticorps de muqueuse qui sont produits par la muqueuse, qui viennent un peu en sentinelle pour aller capturer des intrus. Ça sont les peptides antimicrobiens pour tuer les mauvais. Et là, c'est quand une bactérie, justement, arrive sur un récepteur d'une cellule qui présente l'antigène pour donner l'information. Voilà. Bref, tout ça pour dire que le mucus est extrêmement important. Ici, on voit au microscope électronique les cellules qui produisent le mucus. On revoit les différentes 2 couches de mucus, mais ce qui est fort intéressant à dire à propos de ce mucus, c'est que finalement, l'épaisseur de ce mucus au niveau du côlon n'est pas pareil partout. Et en réalité, au niveau de l'iléon, comme je disais, on n'a qu'une couche, d'accord ? On n'a pas cette deuxième couche épaisse protectrice. Et puis alors, on arrive dans le côlon droit. Et alors, à partir d'ici, vous voyez que de l'orange vers le mauve, le mucus devient de plus en plus épais. Alors, forcément, ça peut amener à la réflexion suivante en se disant, tiens, c'est amusant, mais c'est peut-être pas par hasard que c'est ici, dans ce coin-ci, que les gens ont le plus souvent des douleurs et des problèmes dans la fosse iliaque droite, parce que, eh bien, le ratio bactéries qui est, alors là, il commence à y avoir un paquet de bactéries qui se déposent, le ratio bactéries de mucus est élevé. Et donc, effectivement, c'est un élément important. Heureusement, le pH ici est plus acide, ce qui permet d'avoir quand même moins de bactéries pro-inflammatoires, mais néanmoins, c'est un élément à considérer. Et alors, vous avez, dans toute la longue liste de toutes les bactéries, avec tous les noms, parce que c'est vrai qu'on était habitué pendant longtemps à entendre parler des lactobacilles et des bifidobactéries. Là, maintenant, c'est un autre dictionnaire qui s'ouvre. Et donc, sans vous casser la tête avec toutes ces bactéries, j'ai quand même juste quelques-unes. Hein. On sait, par exemple, dans le côlon irritable, parce que c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure, on sait que dans le côlon irritable, il existe des signatures. Ce sont les fameuses signatures du microbiote qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent de constater que dans telle ou telle pathologie, eh bien, on a relevé qu'il y avait un certain type de microbiote avec des variances évidemment individuelles. S'il n'y avait pas de variance, il ne faudrait même plus faire d'analyse. Mais en tout cas, on retrouvait certaines caractéristiques. Et par exemple, dans le côlon irritable, on va constater que bien souvent, le microbiote va manquer de Faecalibacterium prosnitzi. Alors, c'est une bactérie hyper importante pour justement produire du mucus, protéger la paroi. Et puis, vous avez le lactobacille, bien sûr, qui eux produisent du lactate qui vont permettre de créer un climat où les mauvaises n'ont pas envie d'être, et qui produisent aussi des bactériocides qui sont vraiment des antibiotiques naturels pour tuer certaines bactéries. Et puis vous avez les fameuses bifidobactéries qui, elles, sont absolument fondamentales dans la chaîne. Quand vous mangez des fibres, en fait, eh bien, ces fibres vont d'abord être dégradées par les bifidobactéries, puis ensuite, ce sont tous les résidus qui vont être dégradés par d'autres. Donc c'est vraiment les dégradeurs primaires. Ils produisent du mucus, ils produisent du lactate, et
ils ont même une action contre la destruction du mucus par le stress. Donc c'est très intéressant. Et c'est effectivement, on constate que ces 3 bactéries très intéressantes, mais dans le côlon irritable, souvent elles sont trop faibles. À l'inverse, vous avez des bactéries qui ne sont pas du tout intéressantes parce qu'elles détruisent le mucus et elles produisent des gaz, comme le doréa ici. Ou alors, pire, elles produisent de l'H2S. Et l'H2S est effectivement très irritant et inflammatoire et détruit le mucus. Et alors, vous avez les fameuses méthanobrevibactères qui sont les copines des candidats. Ça, ce sont des grandes copines, donc elles nourrissent les candidats, elles favorisent la croissance des candidats. Elles favorisent un climat dans lequel les candidats sont nés. À l'inverse, on peut aussi d'ailleurs doser dans le microbiote l'absence de certaines bactéries qui tuent les candidats. Donc vous avez une bactérie qui s'appelle Bacteroides theta omicron, comme ça se prononce. Hein. Eh bien, celle-là, elle produit des substances qui détruisent la paroi des candidats. On va vous commencer à avoir une tête comme ça. Hein, je ne vais pas insister trop avec les noms des bactéries. Mais donc, tout ça veut dire que vous avez effectivement des bactéries à effet négatif qui vont être augmentées, qui sont des signatures d'un côlon irritable. Et alors, finalement, quand on fait une analyse du microbiote, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On a un tas de bactéries ici. Et ces tas de bactéries, on a différents types de problèmes que j'ai un petit peu essayé de simplifier. Ça fait un peu guerre des étoiles comme ça, mais j'ai essayé de simplifier. Donc, vous avez les problèmes 1, 2, 3, 4, 5. Alors, exemple, le problème numéro 1, c'est un excès, ce sont des bactéries qui produisent des gaz. Bactéries de fermentation en excès. Le problème numéro 2, c'est que vous allez identifier des bactéries qui sont pro-inflammatoires. Le problème numéro 3, 2 bis, c'est un autre type de bactérie pro-inflammatoire, mais qui ne répond pas au même traitement. Le problème numéro 3, ce sont une insuffisance de bactéries qui... Où est-ce que j'en suis moi ici? Je ne vois pas... là. Donc ça, ça sont des bactéries qui favorisent le candidat, justement, qui ne le tuent pas assez. Et le problème numéro 4, par exemple, c'est une insuffisance de bonnes bactéries qui protègent la paroi. Donc pas assez de bactéries de protection, trop de bactéries inflammatoires, trop de bactéries de fermentation, pas assez de bactéries qui se battent contre les candidats. C'est tout ça qu'on peut voir. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que c'est tout ça qu'on peut voir, et justement, ça va vous permettre, grâce au recours de ce type d'analyse, de se dire, tiens, finalement, mon patient qui récidive tout le temps, qui a tout le temps ces problèmes digestifs combinés à d'autres problèmes de motilité au niveau du corps, avec des répercussions lombaires, dorsales, diaphragmatiques, etc., et bien vous pouvez vous dire finalement, c'est génial parce que moi je vais travailler d'une part sur un travail ostéopathique et d'autre part, est-ce que je peux lui donner des prébiotiques, des probiotiques, des cobiotiques, des symbiotiques, des postbiotiques, des substances qui ont une action contre certaines bactéries, des antibiotiques naturels. Et donc, tout ça est possible, et évidemment, ça va augmenter l'efficacité du traitement. C'est bien là tout l'intérêt, tout comme j'en parlais tout à l'heure avec le solanal, et bien ici, c'est comme ça avec le microbiote. Alors, deux exemples. Donc, un premier patient, Gérald, et un autre qui s'appelle Luc. Et en fait, ces deux patients ont tous les deux des perturbations. Alors, de nouveau, relativement similaires. C'est extrêmement difficile d'identifier juste sur le symptôme quelle est la cause chez l'un et la cause chez l'autre. Donc, le premier a un transit variable, l'autre a des selles non moulées plutôt molles, ballonnement, gaz, pas de maux de ventre, pour le premier, et dorsalgie, lombalgie à répétition. Le deuxième, aussi, ballonnement, des gaz moins forts, pas de maux de ventre non plus, et aussi des lombalgies fréquentes. Et donc, c'est ces deux patients, on fait un microbiote. Et que voit-on? Eh bien, que c'est le premier patient, il se retrouve dans ce que j'avais appelé les problèmes 1 et 2 bis, c'est-à-dire qu'il a un excès de bactéries de fermentation et un petit excès aussi de certaines bactéries inflammatoires, mais c'est surtout le problème numéro 1 qui va être majeur. Et chez le patient numéro 2, on n'est pas dans le même cas de figure,
mais c'est un cas de figure qui peut aussi bien sûr lui occasionner des problèmes, c'est-à-dire qu'il a un excès de bactéries inflammatoires qui ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Donc on a vraiment pu identifier dans quelle situation on se trouve. Et alors, c'est évidemment ça l'astuce, c'est que dans le premier cas de figure, le traitement va être complètement différent du deuxième cas, même si ces deux patients, tous les deux, ont des ballonnements, des lombalgies récidivantes, un peu de gaz, etc. Dans le premier cas de figure, on a vu qu'il a un excès de bactéries de fermentation et que chez lui, c'est cette fermentation excessive qui distende son tube digestif et qui génère toutes ces répercussions douloureuses et autres. Et chez lui, bien entendu, on va plutôt faire un régime relativement pauvre en FODMAP, donc en aliments fermentants. On va éviter des aliments riches en soufre par rapport à ces bactéries productrices d'H2S, comme l'ail, les oignons, les choux, les œufs, la viande rouge. Et on va lui donner une complémentation spécifique avec plutôt des substances qui vont tuer certaines bactéries de fermentation et ou certaines bactéries qui produisent de l'H2S, comme la berbérine, l'origan, l'ail et l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est en deuxième lieu. Ce qui est plus important, c'est ceci. Chez Luc, par contre, il a vraiment, lui, un déficit complet en bonnes bactéries. Donc, il a une muqueuse exposée à tous les vents, si je puis dire. Donc, lui, ce qui est vraiment important, c'est de redonner des bonnes bactéries. Et donc, lui, on va lui donner un régime plutôt riche en prébiotiques. Et avec, éventuellement, une complémentation en prébiotiques, en probiotiques. Ils vont travailler en symbiose parce que quand on donne des probiotiques, ils vont aussi aider le développement d'autres bactéries par un phénomène de cross-feeding, mais bon, je ne vais pas entrer dans tout ça maintenant, et des oméga 3 aussi. Donc ça, ce sont les conseils qui vont sortir. Voilà, si on vous a aussi mis quelques références que vous pouvez aller feuilleter. Et donc, on en est ici presque à la conclusion. L'exposé de ce soir, c'est vraiment cette notion d'approche complémentaire, et comme je dis, que je trouvais vraiment intéressante de vous exposer à vous, justement, ostéopathe, qui avait déjà cette notion d'approche complémentaire, cette notion de vision globale du patient. Et c'est de se dire, ben, dans un patient, chez un patient stressé, eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de combiner, grâce à ce test du profil du cortisol salutaire, une approche justement de cet hyper ou de cet hypofonctionnement surrénalien? La réponse est certainement oui. Idem dans le viscéral, est-ce qu'on n'a pas intérêt à combiner avec son approche effectivement des traitements naturels sur l'état, comme j'expliquais, de fermentation, de micro-inflammation intestinale? Voilà, c'est là évidemment l'élément où je voulais en arriver. C'est pas encore tout à fait fini. Nicolas va vous faire une suite pratique de la chose et je terminerai avec 2-3 slides. Merci. Donc voilà, maintenant je vais juste prendre encore 10 minutes peut-être pour vous expliquer en fait, pratiquement du coup, comment est-ce que vous pouvez offrir cette approche complémentaire à vos patients. Après on ira manger, c'est bien de la fin. Donc moi j'ai fondé Simple maintenant il y a plus d'1 an et demi, justement pour rendre en fait tout ce que vous venez de voir plus accessible et facile à mettre en pratique pour le patient. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait avec Simple? C'est que, comme vous l'avez vu ici, le but c'est de venir identifier s'il y a certains déséquilibres biologiques. Je me rends compte que c'est très petit, si vous voulez vous avez le schéma aussi sur le dos du résumé de la conférence. Mais ce qu'on veut faire, c'est pouvoir expliquer s'il y a certains de ces déséquilibres biologiques qu'on a évoqués plus tôt qui peuvent expliquer les symptômes chroniques de vos patients. Donc pour ce faire, comme on a expliqué, il faut utiliser certaines analyses de biologie fonctionnelle. Maintenant, lesquelles utiliser dans quel cas? On a créé un questionnaire en ligne qui permet en fait, qui est assez poussé, qui permet de définir en fonction des symptômes du patient, quelles vont être les analyses intéressantes à réaliser. Ensuite, on va proposer du coup, ces analyses, peut-être expliquer de manière assez précise de pourquoi est-ce qu'on va recommander une analyse plutôt qu'une autre. Le patient, par exemple, peut commander ces analyses directement pour pouvoir identifier en fait, est-ce qu'il y a certains déséquilibres qui peuvent expliquer les symptômes du patient. Donc, ce qu'on fait, en fait, et là je vous invite à prendre le petit rapport que vous avez devant vous.
c'est qu'on va créer un rapport qui permet au patient de comprendre un petit peu quels sont les déséquilibres qu'on a observés chez lui et quels symptômes est-ce que ça peut expliquer. Donc, certains ont le rapport de Gérald et François, d'autres ont le rapport de Luc et Myriam. Je vois que vous avez déjà scratché tous le petit papier, je vais y arriver. Vous pourrez après comparer la différence entre Gérald et François. Le but c'est d'illustrer un petit peu les cas pratiques. Vous voyez sur le résumé, sur la page de gauche, il y a un résumé en fait de manière vraiment compréhensible pour le patient. Qu'est-ce qu'il y a comme déséquilibre qu'on a observé, qu'est-ce que ça peut expliquer comme symptômes. Il y a aussi un petit QR code, c'est pour un rapport plus complet, plus détaillé. Ça, je vous invite à le regarder tranquillement chez vous. Ensuite, vous l'avez déjà fait, vous pouvez descratcher les deux petits papiers. Et là, on voit qu'est-ce qu'on va recommander concrètement en fonction des déséquilibres observés. Donc, vous voyez, il y a des déséquilibres prioritaires, c'est-à-dire que voilà, parfois ça peut être un peu compliqué de commencer à attaquer tous les déséquilibres de front. Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. Et donc, pour traiter ces déséquilibres spécifiques, qu'est-ce qu'on va recommander aux patients d'un point de vue de l'alimentation déjà? Donc, quels aliments sont intéressants à diminuer, quels aliments sont intéressants à augmenter. Et puis au niveau supplémentation, donc quels sont les nutriments qui vont être intéressants pour le patient pour aider justement à rétablir cet équilibre. Maintenant, ça peut être un peu compliqué pour le patient de se dire mais où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'origan, l'extrait de pamplemousse, etc. Donc on a créé les deux petits papiers que vous avez arrachés, qui sont la cure de complément, où grâce à notre expérience justement de connaissance de compléments alimentaires et de connaissance des troubles, des déséquilibres qu'on a observés chez le patient, on peut lui proposer une cure de 60 jours pour dire voilà, ces compléments ici sont les plus intéressants à prendre pour le déséquilibre. Je fais juste une petite parenthèse, on est 100% indépendant des firmes de compléments alimentaires. Ici, le but, c'est vraiment d'apporter une solution pratique aux patients. Il y a une petite ligne qui est libre, voilà, si on veut changer un produit pour un autre. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Et donc ici, voilà, le rapport lui permet de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez moi, quels symptômes est-ce que ça peut expliquer, et pratiquement qu'est-ce que je peux faire pour attaquer, restaurer l'équilibre. Mais ce rapport, c'est également une base de compréhension pour le patient. Ça lui permet d'avoir des éléments objectifs, qui lui permettent vraiment de comprendre d'où est-ce que peuvent venir ces symptômes auxquels je n'ai souvent pas de réponse depuis un petit temps. Ça peut aider à la motivation déjà du patient, premièrement à suivre son traitement, mais puis aussi peut-être à venir changer certaines habitudes au quotidien qu'il a envie de changer depuis un petit temps, mais chaque jour est débordé comme il est, et on fera un changement plus tard. Ici, peut-être en voyant de manière objective certains déséquilibres précis, ça lui donnera envie de changer certaines habitudes. Et puis c'est aussi un outil de communication. Communication avec ses proches, on va expliquer plus concrètement ce qu'on a vu chez moi, et ça peut expliquer que je suis un peu irritable depuis un petit temps, ou que je suis très fatigué, mais aussi avec ses professionnels de santé. Parce que vos patients vont probablement voir sur le côté un journaliste ou un nutrithérapeute, et ils vont pouvoir expliquer concrètement qu'est-ce qu'on a vu d'un point de vue biologique chez moi, et amener des informations objectives, intéressantes à prendre en compte dans la prise en charge globale. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va aider le patient finalement sur le long terme à se sentir mieux. Donc comment ça marche? Maintenant on a un peu pratico-pratique avec ici. Ça commence par une évaluation. Une évaluation de votre part où vous sentez que le patient, ça fait de nombreuses fois qu'il revient pour les mêmes problèmes, qu'on lui a pas trouvé de solution, qu'on a peine un petit peu à expliquer ce qu'il a, et lui proposer, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe d'un point de vue biologique. Donc là, on a un questionnaire en ligne auquel vous pouvez donner accès. Vous voyez, il y a des petits fascicules un petit peu partout, qui sont généralement des fascicules que le professionnel attend qui peut donner aux patients, pour justement identifier quelles sont les analyses qui vont être intéressantes pour le patient. Ça peut être aussi une recommandation de votre part, parce que vous sentez que cette analyse-là va être bénéfique pour le patient. Maintenant, il y a aussi la possibilité de juste laisser le questionnaire faire. Le patient commande ses analyses en ligne, reçoit son kit de prélèvement, des analyses non invasives, donc qui ne nécessitent pas de prescription médicale et qui peuvent être réalisées par le patient chez lui, des analyses de sel, urine, salive, et va renvoyer son kit de prélèvement au laboratoire. Une fois qu'on reçoit les résultats, on crée le rapport que vous avez vu. Il reçoit la version physique de son rapport et le professionnel reçoit également
la version digitale qui complète parce que en fait, on sait via le questionnaire de la part de quel professionnel le patient. Ensuite, dernière étape, 2 mois plus tard, après la fin des 60 jours de la cure, on va évaluer comment ont évolué les symptômes du patient pour lui donner des recommandations pour la suite. Et donc voilà, donc maintenant, on va juste peut-être terminer ici, je vous jure, c'est presque fini, avec du coup les cas cliniques, mais avec l'interprétation ici simplifiée. Et voilà, je passe la parole. Voilà, donc ici c'est effectivement la manière dont ça va être présenté dans le rapport. Et c'est vrai que si on reprend les 2 patients dont j'ai parlé tout à l'heure, donc vous venez de Gérald et de Luc. Donc Gérald, c'est celui qui a une fermentation importante. C'est ce qu'on voit ici. Qui a un taux de bactéries de protection qui est correct, et donc le vumètre est dans le vert. Par contre, la fermentation, il est dans le rouge, à fond dans le rouge. Il a effectivement un peu d'inflammation, ce sont les bactéries qui produisent l'H2S. Donc on voit vraiment qu'on est chez lui dans une situation majoritairement fermentative avec une quantité de bactéries de protection qui est acceptable. Et donc effectivement, raison pour laquelle on lui a préconisé plutôt un régime en évitant les aliments fermentants, type entre guillemets FODMAP, et on va utiliser des compléments naturels qui diminuent ces bactéries de fermentation, type berbérine, etc. Chez Luc, par exemple, là, vous allez avoir, à l'inverse, ce n'est pas du tout la même situation, vous allez avoir surtout des bactéries d'inflammation dont le curseur est élevé, donc c'est assez facile à situer la situation. Une fermentation légère et modérée, et alors à l'inverse de ce qu'on avait chez Gérald, eh bien, vous voyez ici que vous avez des bactéries de protection qui sont très nettement insuffisantes. Et donc, effectivement, ça va amener, mais là, vous ne voyez rien, mais ça va amener l'approche suivante, c'est-à-dire que chez Gérald, fermentation, donc, et à côté de ça, il a des bactéries de protection correctes et pas trop d'inflammation, donc on va surtout le régime dont j'ai parlé tout à l'heure, et on va utiliser justement la berbérine et la berbérine quercétine, un peu d'origan, voilà, l'Allium sativum pour ceci, c'est pour tuer les bactéries productrices d'H2S. L'origan, par exemple, c'est pour les bactéries productrices d'H2S, tandis que l'Allium sativum, c'est pour tuer les bactéries qui produisent du méthane, et la berbérine, c'est pour tuer d'autres bactéries de fermentation qui produisent de l'hydrogène. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tout ce traitement qui est combiné avec la posologie. Chez Luc, là c'est une autre histoire, là c'est l'inflammation et surtout un microbiote à nu, si je peux dire, une absence de bactéries de protection. Et donc là, on va lui donner par exemple un prébiotique qui en plus est intéressant parce que c'est un prébiotique qui contient donc à la fois un prébiotique, nourriture pour bonnes bactéries, pour favoriser la croissance de ces bactéries qui manquent, et en plus il y a un élément qui a un petit effet pansement sur la paroi qui est utilisé ici. Plus alors des oméga 3 pour aussi désenflammer la paroi, des probiotiques qui vont servir justement par cross-feeding à augmenter aussi ces bactéries. Et ça, c'est effectivement ce qu'apporte la biologie fonctionnelle. Et ce que peut vous apporter la biologie fonctionnelle qui il n'y a rien à faire. Vous savez, moi, depuis que je fais de la biologie fonctionnelle, eh bien, je ne peux plus m'en passer. Pourtant, j'ai quand même une certaine expérience clinique, etc. Mais malgré tout, le fait d'avoir des éléments biologiques qui permettent quand même de préciser certains points, ben c'est un plus, c'est un plus. Et donc voilà. Et donc Gérald et Luc, donc voilà, eh bien, au niveau du régime, comme j'expliquais tout à l'heure, chez l'un ce sera plutôt le FODMAP, éviter les aliments riches en soufre, chez l'autre ce sera plutôt aliments riches en prébiotiques. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau de l'un et de l'autre, parce que je ne sais pas où est passé ça, mais c'est pas grave, parce que vous allez avoir la possibilité, n'est-ce pas? Si tu reviens en arrière de 2 slides. Je reviens en arrière de 2 slides. Et voilà, j'en ai loupé une, sorry. Donc en fait, comme je disais, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau de l'un et de l'autre, c'est-à-dire, soit ils vous ont préparé un repas type riche en FODMAP avec éviction des aliments riches en soufre, et l'autre, enfin, régime pas riche en FODMAP, régime j'ai faim, régime FODMAP, et pas d'aliments riches en soufre,
et qui est voilà, et l'autre qui est un régime plutôt riche en prébiotiques. Et donc voilà, vous allez pouvoir choisir d'être l'un ou l'autre ou les deux même et tester tout ça. Voilà. Merci pour votre écoute et